Les territoires du nord d'Aris étaient impitoyables en hiver. La neige tombait en rideaux épais, qui rendèrent le monde blanc et silencieux, et le froid pouvait tuer un loup aussi sûrement que n'importe quel ennemi. C'est en cette saison de glace et de mort que le roi Alpha Lucan parcourait les terres frontalières avec sa garde, inspectant les villages reculés qui comptaient sur lui pour leur protection. C'était un roi qui inspirait à la fois le respect et la peur. Grand et large d'épaules, avec des cheveux couleur de blé et des yeux comme des nuages d'orage gris, Lucan attirait l'attention partout où il allait. Il régnait sur le royaume du Nord depuis 15 ans, depuis qu'il avait réclamé son trône, à l'âge de 25 ans après la mort de son père au combat. Ces 15 années avaient été marquées par la force et la justice, par l'expansion du territoire et la protection de son peuple. Mais elles avaient aussi été marquées par la perte. Sa compagne Helena était morte en couche 7 ans plus tôt, emportant avec elle leur fils à naître. Depuis ce jour, Lucan régnait seul, gardant tout le monde à une distance prudente, ne laissant personne s'approcher assez pour le blesser à nouveau. Le conseil le pressait constamment de se remarier, de produire des héritiers, d'assurer la succession. Il les ignorait tous. Son cœur s'était changé en pierre le jour de la mort d'Helena, et il n'avait aucune intention de le briser à nouveau. Mais le destin, comme souvent, avait d'autres plans. Le village de Winterhold se trouvait à la lisière de son territoire, une petite colonie de fermiers et de chasseurs qui travaillaient la terre gelée avec une détermination têtue. La patrouille de Lucan l'atteignit 2 heures après l'aube, s'attendant à trouver de la fumée s'élevant des cheminées et des gens vaquant à leurs occupations matinales. Au lieu de cela, ils trouvèrent le silence. Le village avait été détruit. Les maisons réduites en cendres et en poutres, des corps éparpillés dans la neige, figés dans leurs derniers moments de terreur. L'attaque avait eu lieu récemment, au cours de la dernière journée, à en juger par le sang qui tachait encore de rouge le sol blanc. Des renégats, dit l'un de ses gardes, s'agenouillant pour examiner des marques de griffes sur un poteau en bois. Une grande meute, à en juger par les traces. La mâchoire de Lucan se crispa. Les attaques de renégats avaient augmenté ces derniers mois. Des meutes de loups qui avaient complètement abandonné la civilisation et les liens de meute, devenant à peine plus que des bêtes. Ils pillaient les villages pour la nourriture et pour le plaisir, tuant sans pitié, cherchaient des survivants, ordonna-t-il, et préparaient des bûchers pour les morts. Ils méritent des rites funéraires décents. Ses gardes se dispersèrent dans les ruines, vérifiant chaque maison, chaque bâtiment. Lucan marcha à travers la destruction avec un poids familier, s'installant sur ses épaules. C'était le fardeau de la royauté, la connaissance qu'il ne pouvait pas protéger tout le monde, que ses frontières étaient trop vastes, ses ennemis trop nombreux. Il se retournait pour rejoindre la recherche quand il l'entendit. Un son si faible qu'il faillit le manquer sous le vent. Un gémissement d'enfant. Lucan se dirigea vers le son, ses bottes craquant dans la neige. Cela le mena à ce qui avait été autrefois une petite maison au bord du village. Le toit s'était effondré, mais un mur tenait encore debout, créant une poche d'abri contre les éléments. Et blottis dans cet abri, se serrant les uns contre les autres sous une couverture déchirée, se trouvaient 3 enfants. L'aînée était une fille d'environ 6 ans, avec des cheveux si blonds qu'ils en étaient presque blancs et des yeux de la couleur d'un ciel d'été. Elle avait ses bras enroulés protecteurs autour de 2 enfants plus petits, un garçon qui semblait avoir 4 ans et une autre fille qui ne pouvait pas avoir plus de 2 ans. Tous les 3 étaient couverts de suie et de sang, bien que Lucan ne puisse dire si le sang était le leur ou appartenait à d'autres. La fille aînée le vit et serra ses frères et sœurs plus fort contre elle, son petit corps se tendant pour combattre ou fuir, bien qu'elle soit à moitié gelée et clairement terrifiée. « Paix !» dit doucement Lucan en s'accroupissant pour se faire moins menaçant. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Je suis Lucan, roi des territoires du Nord. Vous êtes en sécurité maintenant. » La fille ne se détendit pas. « Les monstres sont venus. Ils ont tué tout le monde. Maman nous a dit de nous cacher. Nous nous sommes cachés. » Sa voix était ferme malgré le tremblement de son petit corps, et Lucan sentit quelque chose se fissurer dans la glace autour de son cœur. Cet enfant avait vu son monde s'effondrer, avait gardé ses frères et sœurs en vie toute la nuit par des températures glaciales, et avait encore le courage de lui faire face le menton levé. « Ta maman était très courageuse, » dit-il. « Et toi aussi. Comment t'appelles-tu ?»« Astrid. » La fille hésita, puis ajouta. « Voici mon frère, Eric, et ma sœur Freya. » Le garçon, Eric, regarda Lucan avec de grands yeux, mais ne dit rien. La petite, Freya, avait son pouce dans la bouche et faisait de petits bruits de détresse. Lucan pouvait voir que les 3 enfants portèrent les marques olfactives du sang de métamorphe. Ils deviendraient des loups comme lui, comme tous les gens d'Aris,
Mais ils étaient à des années de leur première transformation, vulnérables et sans défense. « Y en a-t-il d'autres » demanda-t-il doucement. « Quelqu'un d'autre qui aurait pu survivre » Astrid secoua la tête, et une seule larme traça un sillon sur sa joue sale. « Juste nous. Tous les autres sont partis. » Lucan se leva lentement, son esprit passant en revue les options. Le protocole approprié serait d'emmener les enfants à la colonie la plus proche, de trouver des parents éloignés ou des membres de la meute prêts à les adopter, de s'assurer qu'ils soient pris en charge au sein du système existant. Mais en regardant ces 3 orphelins, la protection féroce d'Astrid, la terreur silencieuse d'Eric, l'innocence de la petite Freya, il se surprit à faire un choix différent. « Venez avec moi », dit-il en tendant la main. « Vous tous, je vous emmènerai dans un endroit chaud et sûr. » Astrid étudia sa main un long moment, et Lucan put la voir peser ses options limitées. Finalement, elle prit sa main, ses petits doigts froids et fragiles dans sa poigne. « D'accord », murmura-t-elle. « Mais je reste avec Eric et Freya. Nous restons ensemble. Vous resterez ensemble, promit Lucan. Toujours. » Il rassembla les 3 enfants, Astrid marchant à ses côtés, Eric sur un bras et Freya sur l'autre, et les ramena là où ses gardes attendaient. Les hommes regardèrent avec surprise leur roi, tenant 3 enfants sales et traumatisés, mais aucun n'osa le questionner. « Nous partons pour le palais, » dit Lucan. Maintenant, un de ses gardes principaux, un loup grisonnant nommé Henrik, s'éclaircit la gorge. « Monseigneur, ne devrions-nous pas chercher à placer les enfants au prochain village ? Il existe des filières appropriées pour les orphelins. Ils viennent avec moi, » dit Lucan, sa voix n'admettant aucune discussion. « C'est ma décision. » Henrik inclina la tête en signe d'acquiescement, bien que la confusion soit claire sur son visage. Lucan ne s'expliqua pas. Il n'aurait pas pu s'expliquer s'il l'avait voulu. Tout ce qu'il savait, c'est qu'en regardant ses 3 enfants, en voyant leurs besoins et leur courage, quelque chose s'était réveillé en lui, qu'il pensait mort avec Helena. Il souleva les 3 enfants sur son cheval, les enveloppant dans sa propre cape de fourrure pour les réchauffer, et chevaucha vers le nord en direction de son palais avec le vent d'hiver dans son dos et 3 petits cœurs battant contre sa poitrine. Derrière eux, les ruines de Winterhold fumaient dans la neige. Devant eux s'étendait un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Mais à cet instant, alors qu'Astrid se laissait enfin aller contre la présence solide du roi Alpha, que le tremblement d'Eric commençait à s'apaiser, que Freya s'endormait la tête sur l'épaule de Lucan, quelque chose de fondamental changea dans le royaume du Nord. Le roi Alpha, qui avait juré de ne plus jamais ouvrir son cœur, venait d'adopter 3 orphelins, et le royaume ne serait plus jamais le même. Le palais royal des territoires du Nord s'élevait à flanc de montagne, comme une forteresse taillée dans la glace et la pierre. C'était un lieu de pouvoir et de grandeur, avec de grandes salles chauffées par d'immenses cheminées et des fenêtres qui donnaient sur tout le royaume. Lucan y avait vécu toute sa vie, d'abord comme prince puis comme roi, mais il ne s'y était pas senti chez lui depuis la mort d'Helena. L'arrivée de 3 jeunes enfants changea tout. Le personnel du palais s'activa pour préparer des chambres, trouver des vêtements assez petits, chauffer de l'eau pour les bains et préparer de la nourriture que des enfants mangeraient. La gouvernante de Lucan, une femme sévère nommée Ingred, qui avait servi sa famille pendant 40 ans, jeta un coup d'œil aux orphelins sales et traumatisés et prit immédiatement les choses en main. « Ils ont besoin de bains, de nourriture et de sommeil, dans cet ordre », déclara-t-elle en conduisant déjà les enfants vers les appartements privés. « Et vous, monseigneur, vous devez expliquer au conseil pourquoi vous avez ramené 3 chiens errants comme un fermier sentimental. »« Ce ne sont pas des chiens errants, » dit doucement Lucan. « Ils sont sous ma protection maintenant. » L'expression d'Ingrid s'adoucit légèrement. « Comme vous voudrez, monseigneur, je veillerai à ce qu'on s'occupe d'eux. » Au cours des heures suivantes, Lucan observa de loin sa maisonnée se transformer pour accueillir 3 enfants. Astrid fut baignée et vêtue d'une simple robe de laine trop grande pour sa fine silhouette. Eric reçut des vêtements chauds et de la soupe qu'il mangea avec la concentration d'un enfant affamé depuis trop longtemps. La petite Freya pleura lorsqu'on la sépara de ses frères et sœurs pour son bain, mais se calma lorsqu'on lui assura qu'ils étaient juste dans la pièce d'à côté. Le soir, tous les 3 étaient propres, nourris et installés dans une suite de chambres adjacentes aux appartements de Lucan. Ingrid avait trouvé des lits, des couvertures et même quelques vieux jouets de l'époque où Lucan lui-même était enfant. Lucan se tenait à la porte de leur chambre, observant Astrid border Eric et Freya dans l'un des lits, tous les 3 choisissant de dormir ensemble plutôt que dans des lits séparés, cherchant du réconfort dans la proximité. « Serez-vous là demain matin ?» demanda Astrid, sa voix petite et incertaine dans la faible lumière de la lampe. « Je serai là », promit Lucan.
Vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne vous fera de mal. Maman disait ça, murmura Astrid. Elle disait que nous étions en sécurité. Mais les monstres sont venus quand même. Lucan s'agenouilla près du lit, rencontrant les yeux de la petite fille. Je ne peux pas promettre que de mauvaises choses n'arriveront jamais, mais je peux promettre que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger. Tous les trois. C'est ma parole de roi et d'homme qui vous a ramené à la maison. Astrid l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. D'accord, je vous crois. Elle s'allongea entre ses frères et sœurs, et en quelques minutes, les trois enfants dormaient, épuisés par le traumatisme et le voyage. Lucan resta longtemps agenouillé près de leur lit, les regardant respirer, sentant le poids de la promesse qu'il venait de faire. Qu'avait-il fait? Il était un roi avec un royaume à diriger, des ennemis à combattre, des responsabilités qui consumaient chaque heure de sa journée. Il n'avait pas le temps d'élever des enfants, aucune expérience pour s'occuper de quiconque ne pouvait pas prendre soin de lui-même. Mais en regardant la petite main d'Astrid enroulée de manière protectrice autour de celle de Freya, l'expression troublée d'Éric même dans son sommeil, il sut qu'il n'aurait pas pu faire un autre choix. Ses enfants avaient tout perdu. Ils avaient besoin de quelqu'un pour se tenir entre eux et un monde cruel. Et Lucan, malgré toutes ses fautes et ses pertes, était toujours un protecteur dans l'âme. Il se leva finalement, baissant la lampe et laissant la porte entr'ouverte pour qu'il ne se réveille pas dans l'obscurité complète. Puis, il se dirigea vers ses propres appartements, où il savait que des conversations difficiles l'attendaient. Son conseil s'était déjà rassemblé dans son salon de réception privée, leurs expressions allant de la confusion à une désapprobation à peine dissimulée. Ils se levèrent à son entrée, s'inclinant avec le respect dû à leur roi, mais il pouvait sentir les questions monter comme une tempête. « Expliquez, » dit Lord Mathias, son conseiller en chef et plus vieil ami. « S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a une raison stratégique pour amener 3 enfants orphelins au palais que je ne vois tout simplement pas. » « Il n'y a pas de stratégie, » dit Lucan sans détour, se versant du vin du buffet. « Il n'y a que la nécessité. »« Monseigneur, » intervint un autre membre du conseil, un homme plus jeune nommé Oscar qui gérait les forces militaires du royaume. « Avec tout mon respect, il existe des filières appropriées pour s'occuper des orphelins, des familles d'accueil, des adoptions par la meute, des colonies spécialisées dans la prise en charge des enfants déplacés. Pourquoi les amener ici, au palais royal ? Parce qu'ils avaient besoin de protection, et j'étais là pour la leur fournir. »« Mais vous êtes le roi !» protesta Oscar. « Vous ne pouvez pas simplement adopter chaque orphelin que vous rencontrez. Votre devoir est envers le royaume, pour assurer la succession. Ne le faites pas, » dit doucement Lucan, mais avec assez d'acier dans la voix pour faire taire tous les hommes dans la pièce. « Ne présumez pas de me dire quel était mon devoir. » Le conseil échangea des regards mal à l'aise. Mathias s'éclaircit la gorge diplomatiquement. « Lucan, personne ne remet en question votre autorité ou votre compassion, mais nous devons penser de manière pratique. Ces enfants auront besoin de soins, d'éducation, de protection. Ils auront besoin d'une famille. Vous êtes un roi avant tout, et je suis conscient de ce que je suis. » Lucan posa son verre de vin avec plus de force que nécessaire. « Je suis également conscient que ces 3 enfants ont vu mourir tous ceux qu'ils aimaient, qu'ils ont survécu à une nuit de température glaciale, blottis dans des ruines, qu'il ne leur reste personne en ce monde. Quand je les ai regardés, quand j'ai vu ce qu'ils avaient enduré, je ne pouvais pas simplement les confier à des étrangers et m'en aller. »« Alors, qu'avez-vous l'intention de faire ?» demanda Mathias doucement. « Les élever vous-même ? » ?»« Oui. » Le mot flotta dans l'air comme un défi. « Ils vivront ici, au palais. Ils seront éduqués, entraînés et protégés comme s'ils étaient de mon propre sang. Ils ne manqueront de rien. Et quiconque a un problème avec cette décision est invité à l'exprimer maintenant, afin que je puisse vous démettre de vos fonctions et trouver des conseillers qui comprennent que le pouvoir d'un roi ne signifie rien s'il ne peut pas l'utiliser pour protéger les innocents. » Personne ne parla, personne n'osa. Finalement, Mathias soupira et se frotta les tempes. « Vous vous rendez compte que le royaume parlera. Les nobles remettront en question votre jugement. Il y aura ceux qui verront cela comme une faiblesse ou qui essaieront d'utiliser ces enfants contre vous. Qu'ils essaient. » L'expression de Lucan était froide. « Quiconque menace ces enfants devra me répondre personnellement. » Un autre membre du conseil, une femme âgée nommée Silva, qui gérait les relations diplomatiques du royaume, prit la parole d'un ton réfléchi. « Si vous êtes déterminé à le faire, monseigneur, alors nous devrions le présenter correctement. Annoncez que vous avez pris les enfants sous protection royale, qu'ils sont des pupilles de la couronne. Cela officialisera leur position, leur donnera un statut
qui empêchera les contestations désinvoltes. Bien, dit Lucan. Rédigez la proclamation. Elle sera annoncée demain. Le conseil continua de discuter de la logistique, des tuteurs, des gardes, des protocoles pour intégrer des enfants dans une maison royale conçue pour les adultes et les affaires d'État. Lucan écoutait d'une oreille distraite, l'autre moitié de son attention toujours concentrée sur la pièce au bout du couloir où dormaient 3 jeunes enfants. Il n'avait pas prévu cela, n'avait pas voulu cela. Depuis la mort d'Helena, il avait soigneusement construit une vie basée sur le devoir et la distance, sur le fait d'être le roi dont son peuple avait besoin sans laisser personne s'approcher assez pour lui causer de la peine. Mais ce soir, en écoutant son conseil débattre des aspects pratiques de la prise en charge de 3 orphelins, Lucan réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé. Il n'était plus seulement un roi, il était un gardien, un protecteur. Peut-être même, bien que le mot lui parût étrange même dans ses pensées, un père. La glace autour de son cœur n'avait pas fondu, mais elle s'était fissurée, et à travers ces fissures, quelque chose de chaud et de vivant commençait à grandir. Les premières semaines furent difficiles. Astrid, Eric et Freya eurent du mal à s'adapter à leur nouvelle maison. Tout était trop grand, trop grandiose, trop écrasant. Le palais avait plus de pièces que tout le village de Winterhold. Il y avait des serviteurs partout, des nobles qui les dévisageaient avec curiosité ou dédain, des routines et des protocoles qu'ils ne comprenaient pas. Astrid supporta tout cela avec sa détermination féroce caractéristique, agissant à la fois comme sœur et protectrice pour Eric et Freya. Elle s'assurait qu'ils mangèrent correctement, qu'ils restaient ensemble, qu'ils ne s'aventuraient pas dans des endroits où ils n'étaient pas censés être. Mais Lucan pouvait voir le poids de la responsabilité écraser ses petites épaules, pouvait voir la façon dont elle ne se détendait jamais tout à fait, toujours à l'affût de la prochaine menace. Eric était plus silencieux, plus renfermé, il parlait rarement, et quand il le faisait, c'était généralement seulement à ses sœurs. Il faisait des cauchemars qui réveillaient toute l'aile du palais, criant à propos de monstres, de sang et d'obscurité. Ingrid s'asseyait avec lui jusqu'à ce qu'il se calme, fredonnant de vieilles berceuses. Mais la confiance du garçon tardait à revenir. Freya, n'ayant que 2 ans, s'adapta plus facilement à certains égards et eut plus de mal à d'autres. Elle pleurait sa mère dans les moments de confusion, cherchant quelqu'un qui ne viendrait jamais. Mais elle riait aussi quand les chiens du palais jouaient avec elle et commença progressivement à reconnaître Lucan comme quelqu'un de sûr. Lucan lui-même apprenait sur le tas. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, au-delà de sa propre brève et tragique tentative de paternité. Il travaillait avec son conseil pendant la journée, gérant les exigences sans fin de la royauté, mais il s'assurait de prendre ses repas avec les enfants, de vérifier s'ils allèrent bien avant qu'ils ne dorment, d'être une présence constante, même s'il ne savait pas toujours quoi dire. C'est Mathias qui a suggéré l'entraînement. « Ils sont nés métamorphes », dit son vieil ami un après-midi, alors qu'il regardait les enfants jouer dans la cour du palais, sous l'œil vigilant d'Ingrid. « Ils devront apprendre à se battre, à se défendre, à comprendre la dynamique de la meute. Si vous allez vraiment les élever comme les vôtres, vous devriez commencer leur éducation tôt. » Lucan avait hoché lentement la tête, y voyant de la sagesse. Trouver un entraîneur, quelqu'un de patient, compétent et absolument digne de confiance. L'homme qu'ils trouvèrent s'appelait Thorsten, un guerrier à la retraite qui avait servi le père de Lucan dans sa jeunesse. Il était bourru et balafré, avec des mains comme des troncs d'arbres et une voix qui pouvait porter sur un champ de bataille. Mais il avait aussi ses propres petits-enfants, et il comprenait comment enseigner aux jeunes loups sans briser leur esprit. Il commença avec Astrid puisqu'elle était la plus âgée. Lucan observa depuis le balcon de la salle d'entraînement Thorsten travailler avec la fillette de 6 ans, lui apprenant les postures de base, comment bouger ses pieds, comment s'équilibrer. Astrid se jeta dans les leçons avec une intensité presque effrayante, comme si apprendre à se battre pouvait d'une manière ou d'une autre empêcher une autre tragédie. « Elle a l'instinct du guerrier », dit Thorsten à Lucan après la première semaine. « Elle ne se bat pas pour le sport ou la gloire. Elle se bat pour protéger. Cela la rend dangereuse, monseigneur, dans le bon sens. » Au cours des mois suivants, Eric et finalement même la petite Freya commencèrent également à s'entraîner, chacun à son rythme. Eric montra une aptitude pour la stratégie, pour penser 3 coups à l'avance. Freya, malgré son jeune âge, avait une vitesse et une intrépidité qui amusaient et terrifiaient à la fois son instructeur. Et lentement, prudemment, les 3 enfants commencèrent à s'installer dans leur nouvelle vie. Ils se serraient toujours les uns contre les autres, dormaient toujours dans la même pièce, bien qu'ils aient leurs propres chambres à disposition.
Mais les épaules d'Astrid commencèrent à se détendre légèrement. Éric commença à parler plus librement, réussissant même des sourires occasionnels. Freya commença à appeler Lucan « Papa Roi » de sa petite voix, un titre qui faisait grimacer son conseil et faisait cacher un sourire entendu à Ingrid. 6 mois après son arrivée au palais, Astrid aborda Lucan dans son bureau un soir. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle, se tenant à la porte avec la politesse formelle qu'Ingrid avait inculquée aux 3 enfants. « Toujours », dit Lucan, mettant de côté les rapports qu'il était en train d'examiner. Astrid s'approcha, les mains jointes devant elle. « Pourquoi nous avez-vous amenés ici ?» Vraiment ? C'était une question que Lucan s'était posée de nombreuses fois. Il pouvait lui donner la réponse diplomatique, celle qu'il donnait à son conseil, mais Astrid méritait la vérité. Parce que quand je vous ai regardé dans ces ruines, luttant pour garder vos frères et sœurs en vie malgré la terreur et le froid, j'ai vu un courage que la plupart des guerriers adultes ne montrent jamais. J'ai vu de la loyauté, j'ai vu de l'amour. Il fit une pause. Et j'ai vu 3 enfants qui méritaient le mieux que d'être passés de famille en famille, sachant toujours qu'ils étaient des fardeaux, ne connaissant jamais de foyer. Mais nous sommes des fardeaux, dit Astrid d'un ton neutre. Tout le monde le dit. Les nobles chuchotent à notre sujet. Ils disent que vous auriez dû nous laisser derrière, que nous sommes des distractions de vos vrais devoirs. Lucan sentit la colère monter dans sa poitrine, bien qu'il gardât une expression calme. Les nobles sont des imbéciles. Vous n'êtes pas des fardeaux, Astrid. Vous êtes mes enfants maintenant. Et quiconque suggère le contraire devra me répondre. Astrid cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes. Vos enfants, si vous voulez l'être, si cela vous convient. La petite fille resta silencieuse un long moment. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle courut en avant et jeta ses bras autour de la taille de Lucan, enfouissant son visage dans sa tunique. « Merci », murmura-t-elle, « de nous avoir sauvés, de nous avoir gardés ensemble, d'être notre papa roi. » Lucan enroula ses bras autour de sa petite forme féroce et sentit la dernière glace autour de son cœur se briser enfin. « Vous vous êtes sauvés vous-même, » dit-il doucement. « Je vous ai juste donné un endroit sûr pour guérir. Mais Astrid, tu devrais savoir quelque chose. Tu n'as pas seulement trouvé un foyer ici, tu m'en as donné un aussi. » Les années passèrent et les enfants grandirent. Astrid devint une force de la nature. À l'âge de 10 ans, elle pouvait battre des guerriers 2 fois sa taille dans des combats d'entraînement. À 12 ans, elle accompagnait Lucan en patrouille, apprenant à diriger, à élaborer des stratégies. Elle était féroce et loyale, et absolument intransigeante dans la défense de sa famille. Éric, plus calme mais non moins redoutable, devint un génie tactique. À 11 ans, il aidait les conseillers militaires de Lucan à planifier des stratégies défensives. À 13 ans, il redessina à lui seul les rotations de la garde du palais pour les rendre plus efficaces. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, les gens écoutaient. Freya, la plus jeune, devint un esprit sauvage qui refusait d'être contenu. Elle apprit à se transformer avant ses 2 frères et sœurs, sa forme de loup apparaissant au jeune âge de 9 ans. Elle était rapide et intelligente, et complètement intrépide, ce qui donnait régulièrement des crises cardiaques à Lucan et à ses frères et sœurs. Le royaume observait les 3 orphelins avec intérêt, et dans de nombreux cas, un respect croissant. Les nobles qui s'étaient initialement moqués du cœur tendre de Lucan commencèrent à voir la valeur de ce qu'il avait fait. Ce n'étaient pas des enfants faibles qui avaient un besoin d'être choyés. C'étaient des guerriers en formation, loyaux envers leur roi et entièrement dévoués à le protéger. Et ils l'appelaient « père ». Plus papa roi, bien que Freya l'utilise encore parfois pour le faire sourire. Juste père ou papa, ou occasionnellement, lorsqu'ils étaient formels devant le conseil. Monseigneur, père. Lucan ne les avait jamais officiellement adoptés au sens traditionnel du terme. Ils étaient toujours techniquement des pupilles de la couronne, plutôt que des héritiers reconnus. Le conseil continuait de le presser de se marier, de produire des enfants légitimes pour assurer la succession correctement. Il les ignorait tous. Ces 3-là étaient ses enfants dans tous les sens du terme. Il les avait élevés, entraînés, aimés. Si le royaume s'attendait à ce qu'il les mette de côté en faveur de la pureté de la lignée, le royaume allait être très déçu. Mais tout le monde n'était pas satisfait de la situation. Lord Draos, un noble puissant des territoires du Sud, avait discrètement bâti une opposition au règne de Lucan pendant des années. Il croyait aux anciennes coutumes, aux structures de pouvoir traditionnelles, à la suprématie de la lignée. L'idée que 3 orphelins de basse naissance soient élevés comme héritiers potentiels du trône offensait tous les principes qu'il défendait, et il décida qu'il était temps d'agir. Le complot se mit en place lentement, prudemment. Draos recruta d'autres nobles qui partageaient ses vues, des guerriers qui pouvaient être achetés,
Des renégats qui ne se souciaient pas de l'honneur. Son plan était simple, contester le droit de Lucan à régner, en prouvant qu'il était devenu faible, qu'il se souciait plus des orphelins que de la force du royaume. L'attaque eut lieu un matin d'hiver, 15 ans après que Lucan eut ramené Astrid, Éric et Freyja à la maison. Astrid avait maintenant 21 ans, une guerrière accomplie et la conseillère la plus digne de confiance de son père. Éric avait 19 ans, le cerveau derrière de nombreuses stratégies de défense du royaume. Freyja avait 17 ans, sauvage et féroce, et aimée du peuple qui la voyait comme un symbole d'espoir. La preuve que n'importe qui, peu importe sa naissance, pouvait s'élever à la grandeur. Tous les trois étaient repartis avec une petite patrouille pour inspecter les fortifications frontalières, un exercice de routine qu'ils faisaient régulièrement. Lucan était resté au palais pour rencontrer des ambassadeurs étrangers. L'embuscade les frappa alors qu'ils étaient à des kilomètres des renforts. Draos avait envoyé plus de 30 loups, renégats et mercenaires, tous pour éliminer les 3 orphelins et envoyer un message à leur roi. La bataille fut brutale et à sens unique. Ou elle aurait dû l'être. Ce que Draos n'avait pas prévu, c'était 15 ans d'entraînement, 15 ans de combat ensemble, apprenant les mouvements les uns des autres, devenant plus que des frères et sœurs, devenant une unité. Astrid se battit avec la férocité d'une louve protégeant ses petits. Sa lame chantait dans les airs, alors qu'elle abattait les ennemis avec une précision née d'une pratique sans fin. Elle était la fille de son père dans tous les sens du terme. Une reine guerrière en devenir. Éric coordonna leur défense avec un brio stratégique calme, positionnant leur petite patrouille pour un avantage maximal, utilisant le terrain et le timing pour équilibrer les chances. Son esprit était aussi mortel que n'importe quelle lame. Freyja était partout à la fois. Sa forme de loup blanc un flou de fourrure et de crocs, frappant sous des angles inattendus, menant les ennemis dans des pièges, se rendant impossible à cerner. Elle se battit avec joie et fureur à parts égales, et son rire retentit même dans le chaos de la bataille. La patrouille royale tint bon, mais ils étaient toujours en infériorité numérique, toujours lentement submergés. 2 de leurs gardes tombèrent, puis 3. Astrid reçut une coupure d'épée sur les côtes qui la fit trébucher. Le bras gauche d'Éric pendait inutilement à cause d'une mauvaise fracture. Freyja saignait d'une 12aine de blessures, mais refusait de ralentir. Ils continuèrent à se battre dos à dos, se protégeant les uns les autres, comme ils l'avaient toujours fait, comme ils le feraient toujours. Et c'est alors que le hurlement déchira l'air hivernal. Lucan l'avait senti au moment où ses enfants étaient en danger. Le lien entre eux, construit sur 15 ans d'amour, de confiance et de vie partagée, avait crié un avertissement que quelque chose n'allait pas. Il s'était immédiatement transformé, son énorme loup gris, jaillissant de sa forme humaine, et avait couru plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Sa garde royale suivit, luttant pour suivre la vitesse désespérée de leur roi. Il arriva pour trouver ses enfants se battant encore, toujours en vie, mais encerclés et saignants. Une rage comme il n'en avait pas ressenti depuis la mort d'Helena le consuma. Le roi Alpha entra dans la bataille comme une force de la nature. Il déchira les rangs ennemis avec une efficacité sauvage, ses mâchoires se refermant sur les gorges, ses griffes déchirant la chair, son pouvoir de roi et d'alpha submergeant la force brute des renégats. Sa garde suivit, renversant le cours de la bataille en quelques instants. Mais l'attention de Lucan était de rejoindre ses enfants. Il se fraya un chemin jusqu'à Astrid en premier, se plaçant entre elle et 3 renégats qui s'approchaient pour l'achever. Elle s'affaissa contre sa forme de loup en signe de soulagement, tenant toujours son épée, toujours prête à se battre. Éric se reprit à la vue de son père, criant des ordres pour se regrouper, pour profiter de l'avantage. Freyja laissa échapper un hurlement de pure joie et se jeta de nouveau dans la bataille avec une vigueur renouvelée. Ensemble, père et enfant combattirent côte à côte, et les renégats restants se dispersèrent et s'enfuirent. Lorsque la bataille prit fin, Lucan reprit sa forme humaine et serra immédiatement ses 3 enfants dans ses bras, vérifiant leurs blessures, s'assurant qu'ils étaient en vie, qu'ils guériraient. « Nous allons bien, papa », dit Astrid, bien qu'elle vacillât sur ses pieds. « Nous les avons tenus. Nous nous sommes protégés les uns les autres. »« Vous n'auriez pas dû, » dit Lucan, la voix rauque d'émotion. « C'était une tentative d'assassinat. Quelqu'un a envoyé ses loups après vous. »« Draos, » dit doucement Éric, son esprit analytique reconstituant déjà les preuves. Cela porte sa signature. Le moment, le lieu, l'utilisation de renégats pour éviter une connexion directe. L'expression de Lucan devint glaciale. Alors Lord Draos répondra de cette trahison. Mais Freyja secoua la tête, son jeune visage sérieux malgré ses blessures. Il clamera son innocence, niera tout. Nous avons besoin de preuves. Elle a raison.
acquiesça Astrid. Nous devons être intelligents à ce sujet. Si nous agissons contre lui sans preuve, nous risquons une guerre civile. Lucan regarda ses 3 enfants, blessés, épuisés, mais pensant toujours de manière stratégique, le protégeant encore même maintenant, et sentit la fierté gonfler dans sa poitrine. « Alors nous serons intelligents, » dit-il. « Ensemble. » L'enquête dura 3 semaines. Eric coordonna la collecte de renseignements avec l'efficacité d'un maître espion, traquant les paiements, interrogeant les renégats capturés, bâtissant un dossier irréfutable. Astrid gérait la réponse militaire, renforçant les défenses, s'assurant qu'aucune autre attaque ne pourrait réussir. Freya, à sa manière inimitable, charma des informations de serviteurs et de soldats qui n'auraient jamais parlé à des enquêteurs officiels. En travaillant ensemble, les 3 frères et sœurs découvrirent une conspiration qui allait plus loin que ce qu'aucun d'eux n'avait soupçonné. Draos n'avait pas seulement envoyé des assassins après les enfants, il avait planifié un coup d'État, ralliant le soutien de nobles qui n'aimaient pas les politiques progressistes de Lucan et son élévation d'orphelins de basse naissance. Lorsque les preuves furent complètes, Lucan convoqua une grande assemblée de toutes les maisons nobles. Lord Draos se tenait devant le trône, confiant et arrogant, certain qu'un roi qui s'était attendri pour 3 orphelins n'aurait pas la volonté d'agir contre un seigneur puissant. Il se trompait lourdement. Lucan présenta les preuves froidement et méthodiquement. Témoignages d'assassins capturés, registres financiers montrant des paiements, lettres de la propre main de Draos discutant du problème des orphelins et de la façon dont leur élimination affaiblirait le roi. Les maisons nobles écoutèrent avec une horreur croissante, alors que la profondeur de la trahison devenait claire. « Vous avez envoyé 30 loups pour assassiner mes enfants, » dit Lucan, sa voix portant à travers la grande salle. « Vous avez comploté une trahison contre votre roi légitime. Vous avez mis en danger le royaume lui-même, avec votre ambition et vos préjugés. Quelle défense offrez-vous » L'expression confiante de Draos s'était effondrée. « Ce ne sont pas vos enfants. Ce sont des orphelins de basse naissance sans aucune prétention à la royauté. Je protégeais la succession légitime, la sainteté de la lignée. Ce sont mes enfants, » l'interrompit Lucan, sa voix comme du fer, dans tous les sens du terme. Je les élève, je les entraîne, je les aime, et ils ont prouvé 1000 fois qu'ils étaient dignes du nom qu'ils portent. Il se leva de son trône et descendit les marches pour se tenir devant Draos. Vous parlez de lignée comme si elle déterminait la valeur, mais j'ai vu plus d'honneur chez 3 orphelins que chez une douzaine de nobles nés dans le privilège. Ils se sont battus les uns pour les autres. Ils ont protégé leur peuple. Ils ont tenu tête à des forces écrasantes et ont refusé de plier. Lucan se tourna pour s'adresser à toute l'assemblée. Je dirai ceci une fois pour que tous puissent entendre et comprendre. Astrid, Eric et Freya sont mes héritiers reconnus. Ils sont princes et princesses des territoires du Nord par mon décret, et quiconque les menace, quiconque complote contre eux, quiconque remet en question leur droit de se tenir à mes côtés, en répondra de sa vie. La salle éclata en murmures, mais Lucan n'avait pas fini. Il regarda de nouveau Draos, son expression froide. Quant à vous, Lord Draos, je vous dépouille de vos titres, de vos terres et de votre place dans ce royaume. Vous êtes exilé, avec effet immédiat. Si jamais vous revenez sur ces territoires, vous serez exécuté. Draos le regarda en état de choc. Vous ne pouvez pas, le conseil. Mathias prit la parole de sa position parmi les conseillers, soutient pleinement le jugement du roi. Vos actions étaient une trahison, Lord Draos. Soyez reconnaissant qu'on vous permette de partir en vie. Des gardes s'avancèrent pour escorter le seigneur déchu hors de la salle. Alors que Draos passait devant Astrid, Eric et Freya, qui se tenaient ensemble près du trône, il cracha à leurs pieds, prétendant de basse naissance, siffla-t-il. Vous apporterez la ruine à ce royaume. Freya lui sourit simplement, douce et dangereuse. Nous vous avons apporté la ruine. Le royaume se portera très bien. Lorsque Draos fut parti, lorsque l'assemblée fut renvoyée et que la grande salle se fut vidée, Lucan resta avec ses 3 enfants. C'était un risque, dit doucement Astrid. Nous proclamez vos héritiers. Certaines des maisons nobles résisteront. Qu'elles le fassent. Lucan posa une main sur son épaule, puis sur celle d'Eric et de Freya. Je pensais chaque mot que j'ai dit. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes héritiers. Et je ne cacherai pas cette vérité pour apaiser des hommes qui mesurent la valeur par la seule lignée. Certains diront que vous ne nous avez proclamés héritiers que parce que nous sommes utiles, fit remarquer Eric, parce que nous pouvons nous battre, élaborer des stratégies et servir vos intérêts. Certains diront beaucoup de choses stupides. Lucan sourit, mais la vérité est plus simple que cela. Je vous ai proclamé mes héritiers parce que vous êtes les personnes les plus exceptionnelles que je connaisse. Parce que vous incarnez tout ce que j'espère que ce royaume peut devenir, et parce que,
De manière assez égoïste, je ne peux imaginer personne d'autre à qui je préférerais confier l'avenir que j'ai œuvré à construire. Freya lui jeta les bras autour du cou, le faisant presque tomber bien qu'elle ait 17 ans. Nous vous rendrons fiers, papa. Nous le promettons. Vous l'avez déjà fait, dit Lucan, les embrassant tous les trois, chaque jour. 10 ans plus tard, les territoires du Nord n'avaient jamais été aussi forts. Le roi Alpha Lucan régnait toujours, mais il avait commencé à transférer progressivement le pouvoir à ses enfants. Astrid commandait les forces militaires avec une efficacité brillante. Éric gérait les relations diplomatiques et la planification stratégique. Freya était devenue la voix du peuple, aimée pour sa défense acharnée de quiconque était dans le besoin. Ensemble, ils se préparaient pour le jour où Lucan se retirerait et où Astrid monterait sur le trône. Le royaume, qui avait autrefois remis en question la sagesse d'élever 3 orphelins, les célébrait maintenant comme des héros. On chantait des chansons sur le roi qui avait choisi la compassion plutôt que le protocole, sur les 3 enfants qui étaient devenus les plus féroces protecteurs du royaume. D'autres royaumes, envoyant des émissaires pour étudier leur système, curieux de savoir comment des enfants du commun élevés avec amour et une formation adéquate pouvaient devenir des dirigeants aussi redoutables. Lucan se tenait sur le balcon de son palais un matin d'hiver, regardant ses enfants s'entraîner dans la cour en contrebas. Ils se déplaçaient ensemble, avec une synchronisation parfaite, une unité forgée non par le sang, mais par quelque chose de plus fort. Le choix, l'amour, la loyauté. Mathias le rejoignit, plus âgé maintenant, mais toujours vif. « Vous avez bien fait », dit son vieil ami. « Contre tous les conseils, contre toute tradition, vous avez bien fait. J'ai eu de la chance », corrigea Lucan. « J'ai trouvé 3 enfants remarquables, et j'ai eu le bon sens de ne pas les laisser filer. Vous leur avez donné un foyer quand ils n'avaient rien. Vous avez cru en eux quand le monde ne voyait que des orphelins. Ce n'était pas de la chance, mon ami. C'était de la sagesse. » En bas, Freya exécuta une prise parfaite sur un partenaire d'entraînement 3 fois sa taille, et ses frères et sœurs rirent et applaudirent. Le son monta dans l'air froid comme une musique. « Ils m'ont sauvé autant que je les ai sauvés », dit doucement Lucan. « Après la mort d'Helena, je pensais que je ne me sentirais plus jamais entier. Mais ces 3-là m'ont appris que la famille ne consiste pas à remplacer ce que vous avez perdu. Il s'agit de faire de la place dans votre cœur pour ce que vous trouvez. » Mathias hocha la tête, comprenant. Le conseil veut discuter de la succession formelle le mois prochain. Ils veulent s'assurer que tout est correctement documenté avant que vous ne vous retiriez. Bien, qu'ils documentent ce que tout le royaume sait déjà. Astrid sera reine, et elle aura Éric et Freya à ses côtés, et ce royaume prospérera sous leur direction. Aucun doute, aucune inquiétude quant aux plaintes concernant la lignée. Lucan sourit. La lignée qui compte n'est pas celle qui est inscrite dans les registres de naissance. C'est celle qui est forgée dans l'amour, éprouvée par le feu, éprouvée par la loyauté. Mes enfants ont cette lignée, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il regarda Astrid appeler une pause dans l'entraînement, et ses 3 enfants se dirigèrent vers le palais ensemble, parlant et riant, toujours inséparables après toutes ces années. Le roi Alpha, qui avait tout perdu, l'avait retrouvé dans 3 orphelins blottis dans des ruines. Et ces 3 orphelins étaient devenus les plus féroces protecteurs, non seulement de leur père, mais de tout un royaume. Ils avaient recommencé comme des laissés-pour-compte, des enfants dont personne ne voulait. Ils étaient devenus des légendes, et ils avaient transformé un royaume dans le processus. Lucan descendit du balcon pour les rejoindre, pour partager le petit déjeuner avec ses enfants, pour écouter leurs plans pour la journée. Son cœur, autrefois gelé, était maintenant plein à craquer. Il avait été un roi quand il les avait trouvés, mais ils avaient fait de lui un père, et il savait que c'était le plus grand titre qu'il détiendrait jamais. Cette histoire vous a-t-elle touché au cœur ? Avez-vous déjà fait l'expérience du pouvoir de la famille choisie ou connu quelqu'un qui a défié les attentes pour devenir quelque chose d'extraordinaire ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez plus d'histoires sur l'amour, la loyauté et les familles que nous choisissons, cliquez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre meute. De nouveaux contes sont publiés chaque semaine, chacun célébrant le courage qu'il faut pour ouvrir son cœur aux autres. N'oubliez pas que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de savoir aux côtés de qui vous vous battriez, pour qui vous mourriez, qui vous rend entier. Restez féroces, restez loyaux et ne sous-estimez jamais le pouvoir de choisir l'amour plutôt que la tradition.